Bonjour à tous, ça fait toujours plaisir d'être là en face des enfants qui constituent les grands de demain, qui construisent l'avenir de la Guinée. C'est important de les préparer, de les encadrer. Comme elle a dit, je suis activiste des droits humains, je suis journaliste, présidente de l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Et nous travaillons beaucoup sur la lutte contre les violences faites aux enfants. C'est en cela que je suis très heureuse d'être là pour célébrer la Journée internationale de la jeune fille, parce que c'est important de préparer la femme de demain. La femme qui devient mère doit être encadrée, elle doit avoir tous les atouts, toutes les opportunités pour être une mère et pouvoir elle aussi encadrer ses enfants. Donc c'est un honneur d'être membre de ce panel. Félicitations à Urban Child qui se bat depuis 5 ans. On le dit souvent, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. 5 ans, mais beaucoup de réalisations. Bravo pour ça et merci d'œuvrer pour le bien-être des enfants. Élever la voix des filles pour l'avenir, c'est important de débattre d'une telle thématique, d'autant plus que nous avons encore aujourd'hui, selon l'UNESCO, 122 millions de filles qui sont laissées de côté, qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Nous avons encore aujourd'hui plus de 500 millions de femmes à travers le monde qui ont été au moins victimes de violences une fois dans leur vie. Pourquoi? À cause des pesanteurs socioculturelles, à cause des idées reçues, à cause de nos mythes, à cause des tabous qui font que quelquefois certains estiment que la fille ne devrait pas pousser les études. Je me réjouis des statistiques données par Madame la directrice. C'est important et c'est souvent comme ça au début, vous avez beaucoup de filles à l'école, mais il faut les suivre. C'est important de les suivre, c'est important de les encadrer, c'est important de les accompagner, d'être là jusqu'au bout du bout. Le bout du bout, c'est à la fin des études. Et généralement, à la fin des études, à l'université, vous verrez que ce chiffre-là a basculé. Généralement, vous aurez moins de filles à la fin qu'au début. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'embûches pendant les années d'études pour la fille ici chez nous. Pourquoi? Il y a des parents qui pensent que la fille n'a pas besoin forcément d'aller à l'université, qui pensent que quand elle arrive au collège, ça va, ça suffit, elle peut lire. Et donc, c'est important de savoir qu'il y a le mariage d'enfants qui est interdit en République de Guinée si vous lisez le code de l'enfant. Mais il y a des filles encore aujourd'hui qui sont données en mariage et il faut préparer cela, c'est pour cela qu'il faut la suivre. J'ai travaillé comme animatrice communautaire il y a quelques années à Fria. Il y avait une fille qui avait un excellent niveau, qui était à l'école primaire. Nous sommes partis dans une école pour faire une sensibilisation de ce genre, mais il y avait une sorte d'épée de Damoclès qui planait sur sa tête parce que ses parents voulaient la donner en mariage, alors qu'elle était hyper intelligente, elle voulait vraiment étudier. Et qu'est-ce que nous avons fait? C'est pour cela que je dis que c'est important de suivre, c'est important d'accompagner et c'est important d'avoir ce genre de sensibilisation. Nous nous sommes mobilisés, nous sommes partis sensibiliser ses parents pour leur dire de donner la chance à la petite de continuer ses études. Et non seulement c'est important qu'elle continue les études, mais aussi ils devaient savoir que si on donnait cette fille à mariage avant ses 18 ans, qu'ils étaient passibles de poursuites judiciaires parce que c'est interdit par le code de l'enfant. Et donc il faut que nous soyons debout. C'est important que je vois toutes ces personnes qui sont là. Tout le monde est concerné. Quand vous voyez un mariage d'enfants dans votre quartier, quand vous restez indifférente, vous êtes comptable d'une situation d'injustice parce que vous auriez pu jouer un rôle en empêchant qu'on brise la carrière, qu'on brise l'avenir, qu'on brise le rêve d'un enfant. Et donc, chacun doit jouer sa partition. Ça, c'est un premier obstacle. Il y a d'autres obstacles que sont, par exemple, le harcèlement, même en milieu scolaire. Vous avez des enfants, vous avez des filles qui sont quelquefois harcelées, même en milieu scolaire. Ça peut être par des enseignants, tout comme ça peut être par leurs camarades de classe. C'est pour cela qu'il est important de sensibiliser ces filles pour qu'elles sachent qu'elles ont des droits, qu'elles ne doivent avoir peur de personne,
qu'elles doivent dénoncer, quelle que soit la personne qui les harcèle en milieu scolaire. Élever la voix des filles pour l'avenir, c'est faire comprendre à ces filles que leur voix compte et que quand elles disent non, c'est non. On ne doit pas aller au-delà. Élever leur voix, c'est les préparer à être cette grande dame de demain qui peut porter la parole devant n'importe qui. Et pour libérer cette parole, il faut d'abord les encadrer à la maison. Il faut briser les mythes. Il faut leur parler de la sexualité. Leur dire que quand elles sont majeures et qu'elles commencent, même quand elles sont mineures et qu'elles commencent à avoir leurs règles, qu'elles entretiennent des relations sexuelles, elles peuvent tomber enceintes et que cela représente un danger pour elles. Et cela, il faut briser les tabous. Il faut en parler. Il faut éduquer les filles. Quand on ne parle pas de sexualité à la petite et qu'elle le découvre dehors, elle se retrouve dans des mains de mauvaises personnes qui peuvent souvent l'induire en erreur. Ce travail-là, il faut le faire. C'est pour cela qu'au niveau de notre organisation, nous avons lancé ce concours qu'on appelle « Les enfants parlent de leurs droits ». Nous lançons un thème spécifique. La première année, c'était le viol sur mineur. La deuxième année, c'était les mutilations génitales féminines. Et nous donnons la chance aux enfants de rédiger un texte qui peut être un poème, qui peut être un slam, qui peut être une prose. Ils viennent devant le public, ils présentent leur texte pour défendre justement les droits des enfants. Et depuis lors, chaque année, nous essayons d'implanter des clubs de droit dans ces écoles, des clubs mixtes de droit composés de filles et de garçons pour être à l'écoute des autres enfants de l'école qui sont éventuellement victimes de violences, que ce soit à la maison ou au sein de l'école. Élever la voix des filles pour l'avenir, c'est leur permettre de parler, quelles que soient les circonstances, se sentir libre de pouvoir étudier et justement d'occuper la place qu'elles méritent, de pouvoir étudier, finir, postuler pour un emploi, pouvoir le remporter sans coucher avec le patron de la maison. C'est-à-dire postuler, être libre de travailler sans être harcelée. Et quand elles sont harcelées, qu'elles puissent dire non un peu partout, où qu'elles soient. Parce que nous savons que c'est une triste réalité qui existe chez nous, où on emploie la fille parce que justement on a obtenu un rendez-vous avec elle. Il y en a d'autres qui ont plus de talent mais qui ne peuvent pas passer parce qu'elles n'ont pas accepté de jouer le jeu du patron. Élever la voix des filles à travers le monde, c'est surtout permettre à la fille d'être bien formée, surtout les encourager à rester à l'école. Je salue l'initiative de confectionner des kits, surtout des serviettes hygiéniques pour les filles parce qu'il y a des enfants dont les parents sont pauvres qui ne peuvent pas s'acheter du coton hygiénique parce qu'une seule pièce coûte 10 000 francs. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Et les règles à l'école peuvent être une source d'abandon scolaire si la petite n'est pas bien protégée. Bravo pour ça, bravo à Yvonne pour ça. Faire en sorte que la fille continue ses études. Un exemple pratique qu'on a géré du côté du commissariat central de Nongo. On nous a interpellé pour un cas, la fille, elle était mineure, mais elle voulait se marier. Et le monsieur voulait l'épouser parce qu'il ne sait pas qu'à 17 ans, il ne peut pas l'épouser. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons juste fait venir les parents, le projet s'est impliqué, on leur a dit ce qu'il fallait faire. La fille, si elle veut se marier, c'est son droit, mais pour l'instant, elle est mineure, il faut attendre qu'elle ait ses 18 ans pour célébrer le mariage. Pourquoi? Parce que si vous l'obligez à y aller, il y en a qu'on donne en mariage à un âge encore plus jeune, 13 ans, 14 ans, 15 ans, et nous connaissons les conséquences le plus souvent. C'est parfois des fistules obstétricales à l'accouchement. Et ces filles-là sont souvent mises au banc de la société quand il y a des fistules, parce que nous savons que quand il y a des fistules, la prise en charge coûte extrêmement cher. Et généralement, c'est des organisations qui viennent de l'étranger, qui viennent procéder à des interventions pour sauver ces filles-là. Et c'est entre autres défis que nous rencontrons, surtout dans le cadre des viols sur mineurs. Il y a énormément de défis. Vous avez des parents qui ne veulent pas dénoncer, qui ne veulent pas porter plainte contre le violeur, qui ne veulent pas que l'on sache ce qui s'est passé et qui ne veulent pas que la fille aille consulter un médecin ou un psychologue pour parler du traumatisme qu'elle a subi, parce qu'ils ont peur que la fille soit stigmatisée dans le quartier, parce qu'ils ont peur qu'on regarde différemment la fille et que peut-être la fille n'est même pas un mari. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une communauté qui, au lieu d'aider la victime, la survivante, la pointe plutôt du doigt en demandant pourquoi elle s'est habillée comme ça pour sortir, pourquoi elle est sortie à une heure tardive, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle parle comme ça aux filles ou aux garçons, qui stigmatise la victime et qui protège l'auteur, qui le plus souvent devient récidiviste dans la communauté et qui continue à violer.
dans les maisons. Quelquefois, c'est des cousins, quelquefois, c'est des grands frères, et nous avons même eu des cas d'inceste, des papas qui ont abusé de leur petite fille. Et généralement, on couvre cela, on ne veut pas que ça se sache. C'est d'énormes défis que nous avons réussi aujourd'hui à relever par endroits. Ce n'est pas fini parce que les vieilles habitudes, je le dis encore une fois, ont la peau dure. Mais nous avons réussi quand même à faire briser la glace, à faire en sorte que beaucoup de personnes puissent accepter de déposer plainte, puissent accepter de... Nous avons eu un cas où un mari lui-même a accompagné sa femme qui a été victime de viol dans un camp militaire. La femme, elle vendait du riz à côté. Un militaire lui a dit d'envoyer un plat qu'il voulait acheter. Il a profité de la dame pour abuser d'elle. Et quand elle a parlé, c'était tout un combat pour faire en sorte que ce monsieur la réponde. Pourquoi? Parce qu'il est fort de sa tenue. Mais nous avons quand même réussi, en collaboration avec le service JAR du département de la Défense, à faire en sorte que ce monsieur-là puisse répondre. Je pense qu'il y a des avancées, mais il y a encore du chemin à faire, beaucoup de défis. Mais il faut surtout faire en sorte que ce genre de sensibilisation se fasse dans les écoles pour que les filles n'arrivent pas à avoir peur. Parce que si elles-mêmes, elles sont messagères, quand elles-mêmes, elles savent que quand il y a quelque chose qui se passe dans la famille, elles ont un endroit où aller. Il y a le ministère qui est là, qui peut aider à travers la Direction nationale de l'enfance. Il y a l'OPROGEM qui est là, l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs. Il y a aussi les nombreuses organisations de défense des droits humains qui peuvent les accompagner dans des procédures de ce genre pour qu'elles soient rétablies dans leurs droits. Je suis très enchantée de prendre part à cette cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme et des jeunes filles, je vais dire. Parce que c'est une façon de faire le plaidoyer auprès des autorités, d'élever plus haut encore la voix des jeunes filles au niveau national et international. Comment lever la voix des filles pour un développement durable? Ça nécessite beaucoup d'implication. Parce que lever la voix des filles pour un développement, ce n'est pas pour venir crier seulement. Il y a beaucoup de préalables. Je vais commencer par l'apprentissage. Je vais marcher, madame déjà a marché sous ma langue. L'apprentissage, il faut qu'il y ait des filles qui soient bien éduquées, qu'elles ont des compétences pour le travail et pour la vie. Ensuite, une fois qu'elles ont des compétences pour le travail et la vie, elles pourront diriger, c'est-à-dire être des agents, des actrices pour le changement, pour les problèmes qui les concernent. Parce qu'on ne peut pas développer, on ne peut pas agir à la place des filles. Si nous sommes là pour aider les filles, il faut que les filles soient des vraies actrices de leur futur. Ensuite, après ça, elles pourront décider. Elles seront en mesure de contrôler leur vie, mais aussi leur corps. Aussi, elles pourront s'épanouir, qu'elles puissent grandir en ayant pris en charge à l'abri de la violence et aussi de la peur. C'est pourquoi nous, au niveau des plans internationaux guinéens, nous avons beaucoup d'activités. Nous avons mis en place les clubs des jeunes filles leaders qu'on a formés, qu'on a équipés, qu'on a renforcés. Ces jeunes filles sont aujourd'hui en mesure de parler des mutilations génitales féminines. Elles savent les conséquences liées aux mutilations génitales féminines. Ensuite, elles peuvent parler des mariages précoces. Elles peuvent parler de l'abandon scolaire. Elles sont en mesure et elles ont suffisamment d'arguments vraiment de convaincre leurs pères d'aller vers, au lieu que nous partons vers les jeunes filles, elles sont mieux écoutées quand c'est les jeunes filles elles-mêmes qui viennent véhiculer les messages par rapport au MGF, par rapport à l'abandon scolaire, le mariage précoce, le mariage d'enfants et tant. Ensuite, nous avons des activités génératrices de revenus, des groupements de femmes qui sont en majorité des jeunes femmes, qui sont en majorité de 80% composées de femmes. On est parvenu à faire de ces femmes des femmes leaders aujourd'hui. Parce que si nous voulons que la voix des femmes soit élevée, il faut que les femmes soient économiquement indépendantes. Là, ça les permet d'être écoutées au niveau familial, au niveau communautaire, mais aussi au niveau du pays, pourquoi pas international. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes leaders qui sont arrivées à se faire distinguer à travers le groupement d'épargne et de crédit, qui sont là aussi. Elles sont là
elles n'ont pas besoin de tendre la main à leur mari, à leur... pourquoi c'est ça, ce soit. Elles sont en mesure, si l'enfant tombe malade, d'envoyer à l'hôpital, de payer les frais de scolarité sans pour autant tendre la main à leur mari. On a aussi développé l'entrepreneuriat au niveau de ces filles. On a essayé de former des filles dans la pâtisserie, dans la fabrication du savon, dans les activités agro-pastorales, qui sont devenues vraiment des leaders aujourd'hui, qui sont en train d'émerger. Et aussi des filles qui sont au niveau national, qui sont maintenant des porteurs de voix des filles, qui participent aux assemblées nationales pour lever la voix, pour parler des problèmes des jeunes filles, pour faire des plaidoyers. Et ce n'est qu'avec ça nous pourrons réussir ce pari. C'est difficile de préparer l'avenir de quelqu'un. Parce que tu ne peux préparer l'avenir de quelqu'un qu'en fonction du présent. Un présent qui peut être fondamentalement différent de l'avenir dont on parle. Donc, à mon avis, on doit préparer la fille pour l'avenir. Préparer la fille pour l'avenir, c'est de faire en sorte qu'elle ait connaissance de tous les problèmes de maintenant et éventuellement des problèmes qui peuvent plus tard surgir. Lorsqu'elle sait lire, par exemple, et écrire, quelle que soit la situation qui viendra, elle pourra comprendre parce qu'on ne pourra le comprendre qu'à travers la lecture, qu'à travers l'observation. Mais si on ne la prépare pas à l'heure là, elle ne sait pas lire et écrire, elle ne pourra rien comprendre dans l'avenir. Donc c'est la fille qu'on doit préparer pour l'avenir. Parce que l'avenir, c'est le futur, et le futur, c'est un peu un mystère. Pour vraiment remercier cette ONG pour son implication exceptionnelle dans la promotion des valeurs qui sont inhérentes à la jeune fille et aux adolescents. C'est vrai que depuis 2012, les Nations Unies a déclaré la journée internationale de la jeune fille. Et cette année, ce thème-là est tellement, c'est un thème vraiment sensible, l'avenir des jeunes filles. Quand vous parlez de l'avenir des jeunes filles, ça fait appel à beaucoup de notions. Il faudrait d'abord qu'on sache ce que veulent nos jeunes filles. Qu'est-ce qu'elles recherchent? Il faut d'abord qu'on essaye d'être à leur écoute, qu'on découvre leur potentialité et aussi qu'on essaie de promouvoir leurs droits fondamentaux. C'est-à-dire le droit de grandir avec une éducation de qualité, grandir en toute sécurité, en bonne santé, puisque les jeunes filles constituent l'avenir de notre nation. Et cela est extrêmement important, et c'est pourquoi nous voyons ici les parents d'élèves, les pères et mères de famille, qui doivent écouter parce que ça aide à eux que les messages sont destinés. Ils doivent pouvoir comprendre avec nous, les autorités et les personnes qui réfléchissent, les médias et disons toutes les corporations mobilisées. Donc c'est ce message-là que nous sommes venus véhiculer avec vous et nous sommes très satisfaits de cette mobilisation et c'est la communication qui a été faite ici. Et j'espère que ça va tomber dans de très bonnes oreilles. En tout cas, je voudrais ici réitérer la disponibilité des autorités communales ou préfectorales pour dire que nous espérons que dans les années à venir, de telles rencontres vont être fructifiées, pérennisées, afin que l'éducation et la sensibilisation soient une réalité. Nous, les filles, on doit prendre du courage pour étudier jusqu'à l'université. On doit laisser les garçons pour étudier. Je vous remercie. C'est important, donc ce que vous avez compris dans la communication. C'est quelle classe? Je fais la 7e année.
votre objectif, vous allez faire l'université. Vous voulez faire quoi? Moi, je veux être la directrice de l'école ou bien la présidente de la République de Guinée. C'est ça que je préfère. Je vous remercie. Et j'aime continuer mes études jusqu'à l'université. Et si tu as ton argent, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ça, d'abord, comment chercher l'argent? C'est d'étudier. Puisque ça, l'étude, l'enfant n'est rien. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et encore, à encourager mes jeunes filles, les jeunes filles de nos générations ou mes collègues, d'accepter d'étudier. Merci à vous, Madame Guéron. Je fête la 9e année au collège d'amitié. Oui. Et c'est quoi votre objectif à faire? Mon objectif, une fois au lycée ou bien au fin d'études, j'aimerais faire l'architecture pour être une secrétaire ou un fonctionnaire d'État. Merci, nous arrivons au terme. C'est ça, merci.